Bien, il est 14 heures. Nous allons commencer. Et nous allons commencer ce nouveau webinaire en laissant la parole au CNAM. À vous, Thibaut. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'introduire aujourd'hui ce colloque au nom d'Olivier Faron, administrateur général du CNAM. Je m'en réjouis d'autant plus qu'en tant qu'adjoint en charge de la stratégie de développement, j'ai à la fois les délégations numériques et territoires au CNAM. Et cette question du numérique au service de l'inclusion, de la formation et de l'intelligence collective est au cœur de l'action que nous portons. La transition écologique et numérique, c'est la préoccupation centrale aujourd'hui pour le Conservatoire national des arts et métiers, mais également pour les établissements d'enseignement supérieur, pour tous les organismes de formation. Et je remercie le think tank le plus important de nous avoir proposé ce partenariat, et en particulier Mathias Dufour. J'aimerais évidemment remercier le Conseil économique, social et environnemental pour son haut patronage et l'ensemble des partenaires, notamment Région de France et Jules Nissen, qui succédera à mon intervention et qui contribuent chacun à leur manière au rayonnement de cet événement. Olivier Faron, l'administrateur général du CNAM, a souligné la semaine dernière lors d'un colloque traitant de l'avenir de l'entreprise inclusive, de la profondeur des transformations que notre société allait connaître du fait de cette double révolution de la transition écologique et numérique. Nous allons ainsi progressivement numériser notre manière de vivre et de travailler. Cette visioconférence, qui peut paraître encore pour certains comme étant exceptionnelle, sera à l'avenir une chose assez banale et courante. Le changement climatique va, quant à lui, nous forcer à bouleverser l'organisation concrète de nos modes de production et de consommation. C'est en définitive un véritable changement de paradigme sociétal qui se prépare sous nos yeux. Néanmoins, ce changement ne saurait se produire que dans une optique d'inclusion sociale. Nous pouvons certes être enthousiastes à l'idée de ces transformations. Nous faisons entrer dans cette nouvelle ère. Ces dernières ne sauraient cependant pas nous faire oublier les importants défis sociaux qu'elles vont engendrer pour l'ensemble de nos régions. Nous remarquons hélas que les effets de la transition écologique et numérique ne sont pas uniformes selon les classes sociales et les territoires. Elles peuvent d'ailleurs avoir pour effet d'accentuer certains décrochages déjà en cours, notamment en matière d'emploi, et il se révèle donc nécessaire de l'encadrer socialement. Le pilotage de la transition écologique et numérique ne pourra donc se faire sans une mobilisation conséquente et coordonnée des pouvoirs publics, des entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les efforts devront être alors concentrés en faveur des territoires où la cohésion sociale n'est plus assurée et où les attentes sont terriblement nombreuses. Ces mêmes territoires ayant vu la crise des Gilets jaunes éclore, il s'agit véritablement d'entrer dans une démarche sociale de reconversion économique, écologique et numérique de ces territoires en difficulté. Cela passera bien évidemment par l'élaboration d'une offre de formation adaptée aux réalités diverses des bassins d'emploi portant sur les secteurs d'avenir et destinée au public essentiel que sont les jeunes et les personnes en manque de qualification ou éloignées de l'emploi. Le Conservatoire national des arts et métiers est bel et bien conscient de ces nombreux enjeux et a décidé, toujours fidèle à sa devise, Docet omnes ubiqui, il enseigne à tous et partout, d'y répondre depuis maintenant plusieurs années. Il le fait notamment à partir de 2018 à travers le programme Au cœur des territoires visant à répondre aux besoins des formations des différents territoires de notre pays et des villes médianes en particulier. Le Conservatoire peut ainsi se féliciter d'avoir créé et ouvert au cours des années précédentes pas moins de 40 nouveaux centres CNAM dans les villes médianes. Un peu plus de 4000 nouveaux apprenants ont pu bénéficier de ces ouvertures. C'est l'équivalent de la création d'une école d'ingénieurs ex nihilo. 76 villes ont été labellisées et nous continuons à favoriser le développement de ces antennes qui s'ajoutent aux 150 déjà existantes et permettre à notre établissement de mailler le territoire français au plus près des besoins des entreprises, mais surtout en donnant une chance de se former à chacun et à chacune, où qu'il soit. Je souhaiterais saluer et remercier plus particulièrement Christophe Janter, directeur département investissement à impact au sein de la Caisse des dépôts, qui va succéder à ces interventions dans la première table ronde, puisque la Caisse des dépôts est un établissement qui nous accompagne dans ce déploiement. Et je souligne encore une fois l'investissement, on va dire la confiance pour un établissement, pour un organisme de formation comme le nôtre, de la part de la Caisse, est extrêmement important. L'action du CNAM à destination de nos territoires ne se limite néanmoins pas à ce programme dont j'ai l'honneur d'être le pilote. Le CNAM, en adéquation avec son ambition d'être un véritable think tank de la République, entend également préparer l'avenir. Il le fait de par sa politique d'installation de chaires en territoire. Ces chaires consistent justement en des espaces d'enseignement et de recherche consacrés aux domaines innovants
du développement durable. Il ne s'agit ni plus ni moins d'enclencher autour de la recherche et de développement de nouvelles dynamiques de création d'emplois dans les secteurs de pointe et d'avenir. C'est notamment l'ambition que porte le Conservatoire avec le projet de chaire partenariale Territoire durable et flexibilité énergétique qui vient d'être inauguré à La Roche-sur-Yon. L'implantation de cette chaire permettra la reconversion de l'ancien site Michelin autour de l'hydrogène et des réseaux électriques. Ces différents exemples montrent qu'il n'y a aucune fatalité au déclassement définitif de nos territoires. Des solutions concrètes existent et peuvent être appliquées dès aujourd'hui. Le CNAM l'illustre et continuera de l'illustrer à l'avenir. Il ne se résume toutefois pas à lui seul, il ne résume toutefois pas à lui seul toutes les solutions qui pourraient être apportées à nos territoires et à nos régions. Ce colloque national est justement là pour y remédier en tentant de produire des propositions innovantes dans le développement des territoires d'inclusion professionnelle. C'est pourquoi je souhaite à l'ensemble des participants d'excellents travaux. Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur Jules Missen, délégué général de Région de France. Bonjour, donc merci beaucoup pour cette transition. À mon tour de saluer d'abord l'initiative citoyenne États généraux de l'investissement social, dans lequel s'inscrit, je crois, le colloque d'aujourd'hui. Je voulais également saluer le think tank le plus important, bien sûr le CNAM, et puis, comme l'a fait Thibaut Duchesne à l'instant, également le Conseil économique et social environnemental qui poursuit en participant, enfin en patronant cette manifestation, sa mue, qui est une mue des pratiques, après sa mue institutionnelle, si j'ose dire. Donc la question sur laquelle on m'a demandé d'intervenir pour participer à l'introduction de ce colloque, c'est comment faire de la transition écologique et numérique un levier d'inclusion professionnelle pour chacun. C'est évidemment un sujet qui est au cœur des préoccupations des uns et des autres. Moi, ce que j'aimerais peut-être dire pour commencer, c'est que ces enjeux finalement révèlent, sont la traduction de changements importants que vivent nos sociétés occidentales d'une manière générale, des changements qui peuvent être anxiogènes par certains côtés, même s'ils sont porteurs d'opportunités, et puis également des enjeux qui concernent directement l'avenir de notre pays, mais plus globalement l'avenir de la planète, et je crois que tout le monde est bien conscient de ça. Alors si tout le monde a bien en tête les enjeux, après, quand on ramène ça au niveau individuel, on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur des conséquences que ça peut porter. On est face à une rupture aussi majeure qu'a pu l'être celle de la révolution industrielle ou même de la première révolution numérique. Alors je crois que maintenant on dit numérique 4.0, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on peut dater les 3 points, les 2 points, les 1 point, mais en tout cas, il y a eu l'avènement de l'informatique et du numérique dans la société, mais maintenant, on est passé à quelque chose d'autre où cette révolution numérique a envahi la totalité, pas simplement la productivité de l'industrie, mais la réalité des relations sociales. Et c'est en ça que ça constitue, à notre sens, une véritable révolution. Alors, tout ça, c'est un peu anxiogène. Ça fait peur aux gens, ce qui est tout à fait compréhensible, d'autant que ça accompagne également un phénomène une volonté de revenir à plus de souveraineté qui a été accélérée, je trouve, au travers de la crise sanitaire, qui a pu un petit peu montrer la fragilité des États qui se retrouvaient un peu atomisés dans une galaxie de mondialisation un peu déshumanisée. Mais dès lors qu'on parle et qu'on manipule ces termes, on voit bien qu'on est sur une ligne qui est quand même extrêmement délicate, parce que tout ça, ça peut aboutir à des prises de conscience assez utiles et nécessaires. Ça peut aussi conduire à des replis plus identitaires et xénophobes, et il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. Et je crois que finalement, tous les populistes, dans tous les pays d'ailleurs qu'on entend ces temps-ci, finalement prospèrent abondamment sur l'inquiétude que ces ruptures sont en train de provoquer pour tout un chacun dans la vision qu'il peut avoir de son futur. Alors évidemment, dans ce cadre, l'inclusion professionnelle, mais l'inclusion sociale au sens plus large, elle est évidemment fondamentale pour essayer de faire en sorte que chacun ait le sentiment qu'il a sa place dans ce processus. Alors, on m'a demandé en préparant cette intervention, qu'est-ce que les régions pensent de tout ça? Est-ce qu'elles sont conscientes de ces enjeux? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour y répondre? La réponse est évidemment, bien sûr qu'elles en sont conscientes. Enfin, moi, je suis délégué général de l'association Région de France. On n'est pas du tout le ministère des régions, on est leur think tank, on est un lieu d'échange de bonnes pratiques, puis on est aussi un élément d'influence. Alors, je ne peux pas parler au nom de chaque exécutif régional, bien entendu, mais je peux quand même vous dire un peu comment s'organise la réflexion collective. Alors moi, je dirais que ce sujet des compétences, il est devenu tout à fait fondamental, mais il y a une longue histoire derrière nous. En fait, quand on parle d'inclusion professionnelle, on imagine qu'il faut que chacun puisse trouver sa place
dans le processus de changement qui est en cours. Et pour la trouver, il doit pouvoir y trouver un travail. C'est aussi bête que ça. Mais au fond, moi, j'ai été directeur d'une grande région j'ai travaillé pour une grande région dans les années 2000. Et à l'époque, quand on parlait de production de compétences et du fait que ces compétences devaient être en phase avec la demande de compétences des entreprises, on se faisait traiter de suppôts du grand capital. Et en face, on avait des gens qui développaient une autre vision et qui parlaient des compétences que sous l'angle du capital humain et du facteur de production. Et donc, ça entretenait l'énervement des premiers et la caricature des seconds. Moi, je trouve qu'on a beaucoup progressé aujourd'hui et plus personne n'oppose les choses de cette manière. On est venu dans quelque chose d'un peu différent, où on voit bien que chaque individu a la nécessité de pouvoir se réaliser, que le travail, c'est évidemment un élément de socialisation important, et que finalement, la formation, elle recouvre plusieurs enjeux qui sont évidemment, bien sûr, l'épanouissement individuel, la capacité à réaliser finalement son destin d'une certaine manière, mais aussi parce que sur le territoire, il y a des entreprises, il y a des emplois, et que ces emplois doivent rencontrer les compétences qui permettent de suivre les évolutions aussi bien technologiques que sociales. Moi, je me souviens quand j'étais universitaire au début de ma carrière d'avoir fait des cours à des jeunes chercheurs sur la loi Allègre sur l'innovation qui, pour la première fois, mettait en place des dispositifs de valorisation de la recherche. Et on me disait, mais quelle horreur, la recherche scientifique ne va pas se pervertir à se vendre finalement à l'industrie. Or, on voit bien aujourd'hui que tout ce qui touche à la recherche, à l'innovation technologique sont des sujets qui sont intimement liés avec les sujets d'enseignement supérieur. Je pense qu'on a fait un grand progrès quand on est sorti de ces caricatures. Alors du coup, ça donne aux régions, me semble-t-il, quelque chose un rôle assez important parce que finalement, elles ont une autorité politique sur un territoire qui est un territoire qui est le même que celui sur lequel elles gèrent des politiques économiques, qui est un territoire qui est suffisamment grand pour pouvoir faire attention aux problématiques d'équilibre, compenser les déséquilibres, essayer d'avoir des dynamiques convergentes, et donc elles sont tout à fait appropriées pour mettre en place ce genre de problématiques. Alors, sur le plan économique, qu'est-ce qu'elles observent, les régions? D'abord que les compétences aujourd'hui, c'est le principal frein potentiel à la reprise et puis surtout au développement d'industries fortes. Et puis, on constate tous les jours, moi je le fais au travers des rencontres que je peux avoir, que dans l'industrie du nucléaire, de l'aéronautique, de l'automobile, il y a eu une forme de bashing qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus tellement envie d'investir des métiers qui sont rattachés à ces filières, alors que, pour prendre un sujet bien caricatural et bien clivant qui est celui du nucléaire, quelles que soient les décisions qui seront prises en matière de développement du parc nucléaire, de toute façon, il y en a encore pour au moins 30 ou 35 ans à entretenir le parc existant, à faire des grands carénages. Et donc, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, on a besoin de gens qui sachent faire ça. Même chose pour l'aéronautique et même chose pour l'automobile qui vit une révolution complètement structurelle dans la place de ses composants dans la valeur ajoutée de l'automobile. Donc, toutes les régions savent très bien que cette question des compétences, elle est absolument indispensable, d'une part, pour permettre le développement économique, mais d'autre part, et c'est ça l'élément un peu nouveau dans la réflexion, de permettre finalement aux habitants d'un territoire de trouver à proximité de chez eux, en tout cas s'ils le souhaitent, eh bien finalement de quoi valoriser leurs compétences et trouver du travail et donc donner de la vie à un territoire. Avant, on disait pour que les entreprises s'installent, il faut des infrastructures de transport, il faut qu'il y ait de l'habitat, etc. Maintenant, on dit qu'il faut aussi qu'il y ait des compétences. Alors, j'aimerais citer deux choses qui sont un petit peu liées à l'actualité. La première, c'est une théorie qui est esquissée par le démographe Hervé Lebras dans son dernier ouvrage qui s'appelle Le Grand Enfumage, et qui commence à émettre l'idée qu'une des raisons des frustrations qu'on peut observer dans certains espaces du territoire national est liée au fait qu'il y a beaucoup trop de gens qui accèdent à des niveaux de qualification élevés par rapport à ce que le territoire est capable d'offrir en termes de débouchés professionnels. Donc, c'est quelque chose dont il a voulu même que ça n'ait pas poussé jusqu'au bout de la réflexion, mais c'est un point important. Et puis, j'étais surpris de voir il y a quelques jours quelqu'un qui a été notre grand ami du côté des régions, qui s'appelle Antoine Fouché, parce qu'il a été directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au moment où a été votée la loi qui a retiré aux régions la responsabilité de l'apprentissage. Donc, on a eu avec lui des discussions toujours respectueuse, mais parfois assez dynamique, je vais dire, mais qui lui aussi reprend un peu cet argument. Alors, il le fait à sa manière, un peu plus cavalière et radicale, mais en indiquant que finalement, ça sert peut-être à rien que tout le monde se précipite dès la formation initiale sur des niveaux de qualification qui ne correspondent pas à ce que le tissu économique est en train d'absorber, est en capacité d'absorber, et qui propose, par exemple, que le CPF de chaque jeune compte personnel de formation soit abondé d'une somme importante qui permette de reprendre ou de compléter des études pour le futur. Et je crois que
La caractéristique, en effet, de la période que nous vivons, c'est que contrairement à la génération d'avant, on n'a plus des trajectoires professionnelles rectilignes. On ne cherche plus à sortir du système scolaire avec un diplôme qui donne une trajectoire et puis on va jusqu'à la retraite comme ça. Aujourd'hui, et ça peut être anxiogène, l'heure est évidemment à la reconversion, au redéploiement, à l'accompagnement d'un système qui est en pleine mutation. Alors, on cite souvent les régions dans ce contexte comme ayant potentiellement la clé de la régulation de tout ce système. Alors, on est très heureux parce que nous, côté région, on se plaint souvent que les compétences régionales soient mal perçues par les citoyens. La réalité, quand même, c'est que là, la visibilité qu'on donne aux régions est un peu plus grande que la réalité de leurs responsabilités. Elles n'interviennent en rien dans les sujets liés à la formation des salariés. Elles n'ont plus de responsabilité sur l'apprentissage. Elles gèrent un petit bout de l'information et de l'orientation sur les métiers et elles ont très peu de liens avec Pôle emploi pour ne prendre que quelques exemples. Et donc, ce que je voulais dire et profiter de, finalement, le temps de parole qui m'est donné aujourd'hui, c'était que du côté des régions qui vont publier dans quelques semaines un livre blanc pour essayer d'alimenter les débats à la présidentielle, la revendication et le souhait, ce serait de pouvoir réellement se voir confier une responsabilité générale sur globalement les sujets qui sont liés à la formation dans les territoires. Alors, ça commence par des choses très simples, je ne vais pas décrire tout dans le détail, mais prenons par exemple un établissement scolaire. Aujourd'hui, ça reste un environnement qui est extrêmement fermé autour de l'éducation nationale, où il y a des gens de très grande qualité, mais on peut s'interroger sur le fait de savoir si ce ne serait pas intéressant d'ouvrir un peu cet établissement davantage sur son environnement, notamment son environnement économique, d'autant que les régions ont une responsabilité d'information des élèves sur les métiers. Et donc, on propose, par exemple, qu'on distingue la fonction de chef d'établissement de celle de président du conseil d'administration, ce qui permettrait, comme ça existe depuis longtemps dans l'enseignement agricole, d'avoir un conseil d'administration avec des personnalités extérieures qui animent une réflexion. Après, le chef d'établissement met en œuvre la politique et puis respecte les orientations qui lui sont données par le ministre de l'Éducation nationale, mais ça permettrait d'ouvrir les choses de façon plus intéressante. Ensuite, on souhaiterait pouvoir disposer de plus de responsabilités en matière d'information et d'orientation sur les métiers, une compétence qui est aujourd'hui partagée, à mon avis, pas très bien avec le ministère de l'Éducation nationale, et favoriser, c'est une idée qui a été développée à plusieurs reprises, la mise en place de campus par bassin d'emploi, où se retrouveraient à la fois les responsables de formation, mais aussi les entreprises qui pourraient régulièrement faire état des besoins qu'elles ressentent en matière de recrutement aujourd'hui pour régler les tensions de court terme, mais demain en fonction de l'anticipation qu'elles font des évolutions des marchés auxquels elles peuvent être confrontées. De la même manière, les régions aimeraient pouvoir disposer d'une vraie compétence pour établir la carte des formations initiales professionnelles, qu'il s'agisse de la voie scolaire et de l'apprentissage. On ne peut pas avoir un système qui est régulé d'un côté et totalement libéralisé de l'autre. Donc l'idée, c'est que si on veut que les territoires puissent accueillir des entreprises, il faut pouvoir garantir que se trouve sur ces territoires un minimum de personnes qui sont en situation d'occuper les emplois qui peuvent potentiellement y être créés. Et ça passe par notamment la maîtrise de la formation initiale. Après, les gens peuvent se déplacer, faire des mobilités, mais il est quand même important de pouvoir gérer une offre de formation, d'autant que c'est un facteur d'attractivité du territoire. Alors ensuite, il n'y a pas que les gens en formation initiale, il y a aussi les salariés qui doivent pouvoir se reconvertir. Alors ça, c'est une responsabilité première des entreprises, la formation des salariés, mais enfin, il existe des dispositifs comme le Fonds national pour l'emploi ou le Conseil d'évaluation professionnelle qui permettent d'accompagner les évolutions professionnelles avant qu'il soit trop tard. Et ça coûte beaucoup moins cher d'accompagner un salarié qui va se retrouver dans une PME qui va être en difficulté pour qu'il puisse se reconvertir vers des métiers plus porteurs que de traiter le sujet ensuite une fois que la personne est passée du côté de Pôle emploi et se retrouve en situation de demandeur d'emploi. Et enfin, une demande ancienne des régions, c'est évidemment d'avoir la responsabilité de la coordination du service public de l'emploi. Ça paraît assez évident. Il ne s'agit pas de décentraliser Pôle emploi, mais simplement de pouvoir avoir une coordination, puisque d'un côté, les régions mettent en place une commande de formation, de l'autre, elles sont en contact avec les entreprises qui peuvent embaucher les gens, et il leur manque le volet central qui est l'accompagnement individuel des demandeurs d'emploi, et ça, c'est quelque chose d'important. Pour terminer mon propos et pas dépasser le temps imparti, je voudrais simplement indiquer que on ne prend pas forcément beaucoup ce chemin. On a vu que la loi 3DS n'a retenu aucune de ces idées. Et puis, si je prends le grand sujet du moment qui est le plan France 2030, qui est supposé créer, qui y arrivera d'ailleurs, je pense, créer les grands champions de demain, générer des innovations de rupture,
On se heurte actuellement à une difficulté à obtenir la territorialisation de ce plan. Il nous semble à la fois très légitime que l'État définisse un certain nombre de filières économiques dans lesquelles il faut mettre un paquet d'argent pour susciter l'innovation et le développement d'entreprises. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que tout ça, ça peut se faire sans tenir compte de ce qui existe sur le terrain? Des entreprises qui sont déjà là aujourd'hui, qui peuvent se restructurer, voire celles qui sont à net parce qu'on sait qu'il y a des talents. Donc, on se bat, nous-mêmes et l'Association des intercommunalités de France, pour essayer d'obtenir du gouvernement une approche plus locale de ce plan qui est vraiment fondamental pour le renouveau industriel et économique de notre pays. Ce n'est pas les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, qui apportent quoi que ce soit comme réponse là-dessus. C'est un enjeu qui est complètement devant nous et les régions souhaitent vraiment aujourd'hui conduire leur politique d'aménagement du territoire à partir de la politique publique de formation professionnelle. C'est vraiment nouveau, ce n'était pas le cas avant et ça doit accompagner globalement les enjeux de développement économique, mais aussi tous ceux qui sont liés aux transitions énergétiques, aux énergies renouvelables ou à la sécurité numérique, pour ne prendre que quelques exemples. Je crois avoir un peu dépassé mon temps de parole, mais merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Jules Nissen. On vous aurait encore écouté longtemps, tant il y a ce dynamisme et ça nous fait plaisir, ainsi que Thibaut Duchesne, que vous ayez fait cette ouverture pour le colloque aujourd'hui. Donc, moi, je suis Claire Stride, membre du think tank #le plus important. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler ce qu'est le think tank. Très heureuse en tout cas d'entendre déjà toutes ces belles idées qui permettent de se dire « Ok, on a raison d'être là pour ces états généraux de l'investissement social ». Alors, le think tank #le plus important a été fondé en 2017. Il produit et partage des solutions concrètes pour relever les défis sociaux de l'économie numérique, pour développer le potentiel de tous et rendre l'économie et la transition écologique plus inclusive. C'est vraiment, j'allais dire, dans notre ADN. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des colloques comme aujourd'hui, des colloques en physique, des webinaires, des tribunes, des rapports, des podcasts. Il y a plusieurs groupes qui travaillent sur différents domaines, que ce soit sur l'IA, l'éducation, les territoires. Le think tank rassemble à peu près 340 experts. On a fait à ce jour plus de 200 propositions de politique publique. Il y a certains acharnés parmi nous qui sont vraiment des vrais bourreaux de travail. Et donc, on s'est associé au CNAM pour porter ces états généraux de l'investissement social avec des objectifs précis sur la transition écologique numérique inclusive, sur comment redonner une place et un avenir à chacun dans cette transition numérique, sur comment rendre la transition écologique plus inclusive et plus efficace, et comment lutter contre les inégalités et l'insécurité économique. C'est ce que vous avez évoqué, Thibaut, tout à l'heure dans les projets du CNAM et tout ce qui se mettait en place. Vous l'avez bien souligné, Jules Nissen aussi, dans le rôle que les régions peuvent jouer. Donc, on est là vraiment avec ces états généraux sur 4 axes très importants: l'investissement social et la transition écologique inclusive, l'investissement social et la transition numérique inclusive. Aujourd'hui, nous portons l'investissement social et les territoires inclusifs. Pardon, je m'en mêle un petit peu. Et nous terminerons, et non, nous avons vu déjà aussi l'investissement social et les entreprises inclusives. Beaucoup d'événements, 10 semaines d'événements avec plusieurs colloques, des livres blancs qui sortent. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de territoires inclusifs. Et Romain, je te laisse introduire le sujet.